Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Je suis RM et aujourd'hui, direction le show bleu SmackDown du 12 juillet et le Monday Night Raw du 15 juillet 2024. C'est parti pour un solo super Catch Up et en parlant de solo, Solo sera là ce soir. Et oui, mais avant ça, ce sont les filles qui ouvrent le show avec Tiffany Stratton, Tiffy Time. On a la musique de Bayley qui retentit, et donc la championne qui arrive après un discours de Tiffany Stratton, flamboyante, qui nous explique qu'elle est devenue tout simplement, elle est la plus jeune superstar à détenir la mallette Money in the Bank, un nouveau record. Triple H est content. Donc Tiffany Stratton a invité toutes les filles, toutes les championnes à faire très attention, y compris les championnes à NXT. Personne n'est à l'abri et c'est bien Bayley qui débarque. Elle lui dit écoute, pas de problème, si tu veux faire ton cash-in sur moi, fais-toi plaisir, mais sache que non seulement tu es la plus jeune détentrice de la mallette, mais tu deviendrais alors la première à louper ton cash-in. Et effectivement, dans la division féminine, il n'a pour l'instant eu que des cash-in victorieux, positifs. Ce serait une première. Nia Jax arrive pour provoquer Bayley. On se souvient, c'est enregistré, vous avez vos places. SummerSlam, Nia Jax affronte Bayley pour le titre. Bayley lui explique alors qu'elle a changé depuis la dernière fois qu'elles se sont croisées. On se souvient que Nia Jax avait envoyé un peu Bayley sur la touche. Elle n'est plus la Bayley de 2017 que la Samoane avait envoyée à l'infirmerie. Elle n'est plus la Hugger, donc la reine du câlin. Elle est tout simplement Bayley, la Grand Slam Champion, Royal Rumble, la mallette. Elle a tout gagné et donc elle va battre Nia Jax à SummerSlam et lui mettre la teron devant tout le monde. Ce à quoi Nia Jax répond que Bayley n'est que tout simplement sa victime, elle va la bully. Et quand la bagarre commence à s'enclencher, Michin débarque pour faire le compte, pour faire le nombre et faire fuir donc Nia Jax et Tiffany Stratton. Ça se suit par un match entre Nia Jax et Michin, avec évidemment Tiffany et Bayley dans les coins. Nia Jax va évidemment battre Michin avec son Samoan Drop et le Banzai Drop pour la victoire. Derrière, Bayley qui vient attaquer, qui monte sur le ring pour attaquer Nia Jax, mais Tiffany Stratton vient défendre Bayley en frappant, en utilisant sa mallette sur pour défendre Nia Jax qui était en train de tabasser Michin. C'est pourquoi Bayley était venu sauver sa nouvelle copine. Derrière, c'est le gros bordel. Bayley se fait tout simplement détruire par Nia Jax. Et alors que Nia Jax et Tiffany Stratton repartent vers les vestiaires, Tiffany Stratton elle prend son temps, puis elle s'arrête, puis une petite ampoule comme ça qui s'allume. Elle va cash-in, elle s'approche de l'arbitre, elle commence à discuter. Là, Nia Jax revient, dit qu'est-ce que tu fous? Il dit t'inquiète, c'est pas ça, je posais juste des questions sur comment ça se passe, quand on veut cash-in, pas de problème. Sympa, très sympa ce petit duo Tiffany Stratton, Nia Jax, la belle et la bête, tout simplement féminin. Ça va plutôt bien marcher avec cette Tiffany Stratton, donc qui va à plusieurs reprises très certainement essayer, ou en tout cas essayer de faire son petit cash-in. Et Nia Jax qui garde un petit œil sur le coin, tout ça ça va nous occuper jusqu'à SummerSlam. Tiffany Stratton qui est évidemment toujours très populaire auprès du public, et le jour où elle va cash-in, je sais pas, je suis pas certain que ce sera sur Bayley. Qui rend le résultat de SummerSlam très intéressant, et on a une belle dynamique là autour du titre féminin. Et ça fait plaisir, on commence plutôt bien les choses. En coulisses, je vous ai parlé de Solo Sikoa, c'est un petit peu notre fil bleu. Il nous parle d'une famille, la nouvelle famille qu'il a reconstruite. Il est reparti de zéro, une famille plus forte, plus agressive, avec cette Bloodline 2.0, avec le Young Blood, les jeunes qui ont les dents longues et qui sont des gros psychopathes. Ils sont tous sortis de l'asile.
Et ce soir, ça va être la reconnaissance. Tout le monde va acknowledge Solo Sikoa. Il va être le Tribal Chief. C'est fini pour Roman Reigns. C'est fini. Donc voilà, on parle, on officialise chaque semaine un peu plus la position totalement assumée de Solo Sikoa, qui non seulement se positionne comme un Tribal Chief, mais plus par intérim, mais tout simplement il remplace. Et Roman Reigns est le passé. Derrière, on a un match entre Baron Corbin et Apollo Crews contre la Legado del Fantasma. Ça fait plaisir de voir Baron Corbin, même si ça ne va pas suffire, puisque c'est bien Berto et Angel qui vont remporter ce match suite à une intervention évidemment de Santos Escobar qui était ringside avec Elektra Lopez, le coup de genou dans la tronche à Apollo Crews, et derrière, eh bien c'est tout simplement la victoire des Legado del Fantasma. Ça aussi c'est sympa, c'est vraiment la petite storyline de low-card là pour occuper tout ce beau monde. Je me demande d'ailleurs si on ne retrouve pas Baron Corbin un petit peu plus tard, ou alors c'est dans mes rêves peut-être dans mes rêves que j'ai rêvé de Baron Corbin. En tout cas, c'était plutôt, voilà, c'est sympa, ça mange pas de pain, ça occupe tout ce beau monde. Bien sûr, Santos Escobar, on aimerait le voir un petit peu plus haut, mais pour l'instant, il est plutôt bien protégé, ce Santos Escobar. Contrairement à Andrade, qui lui se retrouve dans une rivalité avec Carmelo Hayes suite à une petite interview backstage. Alors, Andrade, il va vraiment falloir qu'il reprenne les cours d'anglais, c'est pas possible, on ne comprend rien, il faut qu'on lui mette un manager. Il faut qu'on lui mette un manager dans les pattes à ce Andrade, ou alors qu'il fasse parler, qu'il parle entre les cordes, qu'il arrête les interviews, puisque là on est dans les arènes, là c'était, voilà, c'est les interviews dans les gradins, ça marche pas quoi, ça marche pas pour ce Andrade, on n'y croit pas et c'est bien dommage tout ça. Mais bon, écoutez, il a voulu revenir, il est revenu, tant mieux pour lui, tant pis pour nous. On a en coulisses, pareil, un autre petit fil bleu entre Chelsea Green et Piper Niven qui attendent, elles veulent entrer dans le bureau de Nick Aldis. Les petits Deadly, c'est pareil, donc c'est la queue leu, chacun prend son ticket. Ellen Knight sort du bureau et annonce à Chelsea Green qu'elle va devoir attendre un petit peu pour Nick Aldis. Ellen Knight vient avec un contrat, il est tout simplement allé chercher un contrat pour le titre US. Il lance un défi officiel à Logan Paul. Il a fait le tomber sur Logan Paul il y a 2 semaines. Rappelez-vous, donc il a droit à un match de championnat, tout simplement. LA Knight a signé, il manque plus que la signature de Logan Paul. Et donc, on attend le retour de Logan Paul qui est déjà annoncé pour la semaine prochaine. LA Knight, donc il fait un petit peu le boulot tout seul. Mais on y arrive, les amis, à ce match pour le titre US de LA Knight à SummerSlam. Ah là là là, on l'avait mis dans nos prédictions il y a 1 an, 2 ans déjà. LA Knight, le titre US, lui irait si bien, et faire tomber Logan Paul à SummerSlam, ce serait vraiment un énorme coup. On croise les doigts. On a aussi Randy Orton qui rejoint Cody Rhodes. Il dit écoute, voilà, t'inquiète, je serai toujours là pour assurer tes arrières face à la Bloodline. KO, c'est pareil, même s'il n'est pas là. Il est au chevet de sa maman. Qui, je crois, j'ai vu passer une annonce là avant d'enregistrer, comme quoi elle était sortie de l'hôpital, ou en tout cas ça allait mieux. J'espère que je dis pas de conneries, parce que alors là, ce serait terrible. Petite chose intéressante à retenir de ce passage, évidemment, Randy Orton qui dit, bah écoute, quand l'histoire avec la Bloodline est réglée, il y a plein de gars qui vont venir, qui vont vouloir te choper le titre, mais je serai toujours là pour toi, Cody. Bling bling, voilà, gros clin d'œil, et vas-y que je te reluque la ceinture. Ça c'est pareil, Cody Rhodes versus Randy Orton, mais bon sang, on a hâte. C'est vraiment bien fichu, tout ça, toutes ces storylines qui se croisent et la compétition, et on se projette déjà tellement on est impatient d'y arriver. Blair Davenport versus Naomi, vous l'avez pas voulu, mais vous l'avez quand même eu. Naomi a gagné, et derrière, un peu plus tard, Blair Davenport a attaqué Naomi backstage après lui avoir fait croire qu'elle était plutôt fair-play. Et c'est à ce moment-là que Chelsea Green et Piper Niven d'ailleurs étaient entrés dans le bureau de Nick Aldis. Et donc c'est voilà, pareil pour Naomi, voilà, on redescend un petit peu de quelques matchs pour Naomi qui n'a pas vraiment beaucoup capitalisé sur son gros retour et son gros passage en France. Donc c'est pas grave, on la met dans un programme face à une rookie d'NXT qui a encore tout à prouver.
Ça peut être un petit programme en attendant mieux. Ça va, voilà. On arrive à SummerSlam, donc voilà, c'est les megastars, hein, c'est les main eventers qui se retrouvent dans les grosses storylines. Mais, comme on dit, hein, du moment que tu passes à la télé, c'est qu'on t'a pas oublié. Donc ça, c'était plutôt pas mal. On a eu ensuite la division tag team avec un rematch des DIY, les nouveaux champions, récents champions qui affrontaient les Eighton Under, donc Austin Theory et Grayson Waller. Papa Ciampa qui est venu avec sa fille, à moins que c'était la fille de Johnny Gargano qui c'est tonton, Toto Ciampa, je ne sais pas. À vous de me dire si vous avez suivi, si vous avez l'arbre généalogique. C'est voilà, la famille étendue, hein, grande famille du catch. DIY qui va conserver son titre, notamment suite à grosse surprise, une mésentente, ou plutôt un incident de jeu, un incident de jeu avec Grayson Waller qui met un énorme coup de genou à son poteau Austin Theory et DIY qui en ont profité pour remporter le match. Et derrière, ça part en cacahuète puisque Jacob Fatu attaque Austin Theory et DIY. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, hein, je trouve. C'est un truc qui manque un petit peu, en tout cas, qui est toujours appréciable quand on a une faction dominante qui tape dans le tas, quoi. C'est heel ou face, on vous roule dessus, et la Bloodline, donc, qui débarque après cette attaque sur Austin Theory, sur DIY. Grayson Waller, lui, évidemment, c'était carapaté. Donc là aussi, on en profite pour mettre un petit peu de grain à moudre, d'alimenter ces prémices de rivalité, de scission entre l'Australien ou Néo-Zélandais. Il est Australien puisqu'ils ont fait le pay-per-view en Australie et notre Austin Theory. D'ailleurs, petite réflexion, si vous suivez NXT, vous avez évidemment vu l'arrivée de Ethan Page. Eh bien, Austin Theory devrait peut-être regarder les promos, les cassettes d'Ethan Page, parce que Ethan Page est tout simplement un Austin Theory qui a grandi et qui a trouvé qui était son personnage. Donc Austin Theory qui va probablement, en tout cas, a de quoi faire un face turn. Un face turn, ouais, j'ai sorti mon dictionnaire des termes techniques du catch. Un face turn et qui serait salvateur pour Austin Theory. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour effectivement faire ce face turn et être un bon babyface dans la midcard et retrouver un petit peu le Austin Theory qu'on espère voir en fait, et qui a été mis un peu sur la touche. Alors sur la touche, il était quand même champion par équipe, mais être champion par équipe aujourd'hui, ça veut pas dire grand chose. On arrive au main event, je vérifie rapidement. On a eu ici une petite altercation entre Bianca Belair et Jade Cargill qui sont venus voir Naomi pour la féliciter de sa victoire. Belair et Cargill qui vont faire acte de présence minimum ce week-end. Et puis derrière, Piper Niven et Chelsea Green qui en ont profité pour se faufiler dans le bureau de Nick Aldis. Tout ça, c'était avant l'attaque de Naomi. J'avais oublié de vous préciser ce petit passage des anciennes championnes tag team. Là, c'est pareil. Hein. Quel programme pour Cargill et Belair? Ça, c'est... Ouais, ça, on sait pas trop. Je les vois bien se retrouver dans un match sans enjeu, mais derrière peut-être nous préparer la scission, quoi, en bonne et due forme entre les deux anciennes championnes qui en ont besoin, parce que c'est vrai qu'arriver à SummerSlam sans un gros match pour Belair et Cargill, ça me paraît un peu improbable, donc il va forcément leur trouver un petit programme de transition pour basculer justement vers un programme d'automne, quoi, le programme de mi-saison. Allez, on arrive au main event avec la Bloodline sur le ring, sur le score qui demande à tout le monde de l'acknowledge. Il dit voilà ce qui arrive à ceux qui ne m'ont pas reconnu comme étant le Tribal Chief. Jimmy Uso, il a disparu. Paul Heyman, il n'est plus là non plus. Quant à Roman Reigns, Roman Reigns aussi devrait le reconnaître en tant que chef tribal. Incroyable, la foule qui chante We want Roman, fuck you Solo, incroyable. Cody Rhodes est le prochain sur la liste à devoir le acknowledge. Et donc le match pour SummerSlam se profile, mes amis, puisque Cody débarque. On veut la même chose, Solo Sikoa versus Cody Rhodes à SummerSlam avec Nick Aldis qui visiblement devrait officialiser très rapidement
ce match. Mais pourquoi attendre SummerSlam? Cody, et c'est parti. La Bloodline qui entoure, tel des hyènes, l'ancien champion, le champion, pardon. Peut-être le futur ancien champion, qui sait. Les pronostics seront ouverts en temps et en heure. Cody Rhodes est à terre, Randy Orton débarque, le DDT sur Solo Sikoa, Jacob Fatu, le fou furieux, le loup-garou, voilà, le mec tout droit sorti d'une fanfiction de Twilight, Solo Sikoa et Jacob Fatu donc, qui bloquent Cody Rhodes dans les cordes, donc qui le tiennent prisonnier, tandis que Cody Rhodes se fait passer à tabac à ringside. Kevin Owens n'est pas là, et donc le surnom joue à plein tube, et c'est la triple bombe, la triple power bomb sur Randy Orton à travers la table des commentateurs, et on se termine donc avec la célébration de la Bloodline, un show bleu simple mais efficace. On descend un petit peu en intensité, j'irai à tous les étages. À tous les étages, on est un petit peu descendu en intensité, on repositionne quelques pions, on nous repositionne. Ça, c'était peut-être le plus intéressant, Tiffany Stratton et Nia Jax. C'est pour vous dire que voilà, un show de qualité, un show solide, mais un show qui n'était pas très 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 excitant, il faut l'avouer. Mon top, moi je vais le donner justement à cet opener. Cet opener et ce passage de Tiffany Stratton et Nia Jax que j'ai beaucoup apprécié et qui a remis un petit peu la division féminine, le championnat féminin tenu. Alors vous allez me taper dessus, les fans de Bayley, mais malheureusement pas Bayley qui pour moi semble être condamné à passer le plat là d'une île à une autre. Tant pis, tant mieux, tant pis, tant mieux. Et mon flop, je vais tirer sur l'ambulance avec ce Andrade là qui est assez. C'est triste en fait. Moi, ça me rend triste. Je le vois bégayer là. Alors voilà, c'est un petit peu la nouvelle ambulance, Andrade, mais là, c'était vraiment pour moi assez triste. En fait, ça me rend triste. Ça me rend triste. Donc en plus, lui donner mon flop, c'est pas très sympa. Mais que voulez-vous? Parfois, il faut le faire. Quoi, il faut. Donc un petit SmackDown qui va vraiment pas aller taper dans le 4. Je vais lui donner un 3,25. Allez, un 3,25 à ce SmackDown. Rien d'excitant. Vraiment rien d'excitant. C'est le strict minimum, tout simplement. On a quelques petites choses sympas avec ce Randy Orton qui regarde la ceinture du coin de l'œil. Voilà, on est un petit peu excité par tout ce qui se profile. Mais derrière, il y a eu du filler. Il y a eu pas mal de filler. Naomi, même les championnats tag team. Tout ça, en fait, est destiné à nous construire des storylines. Et donc, on n'était pas embarqué vraiment par ce show bleu. Allez, direction le show rouge. Je vous ai pas dit, le show bleu, on était où d'ailleurs? Où est-ce qu'on était? On était, je crois, dans le Massachusetts, oui, à Worcester. Bon, destination finale. C'est sûrement pas là où vous irez passer vos vacances. Par contre, pour le show rouge, là, on était à Dayton, dans l'Ohio. Donc, on se rapproche, On se rapproche de Cleveland, on sera dans l'Ohio pour SummerSlam. Et là, le show rouge, par contre, là, c'est du lourd. Puisque on voit Rhea Ripley qui débarque et elle se dirige vers le ring. Grosse ovation pour Mamie. Elle est de retour chez elle. Ça fait 3 mois et c'est à cause de Liv Morgan, si elle était absente. Elle doit récupérer ce qui lui revient et ce n'est pas Dum Dum, non, c'est bien le titre. Dum Dum, elle s'en occupera plus tard. C'est bien le titre de championne mondiale qu'elle veut récupérer. Et Mamie n'est pas contente, donc Liv Morgan est invitée à la rejoindre, mais c'est Domino qui débarque avec une rose noire. Voilà, Mamacita qu'il l'appelle, et il va l'appeler Mamacita tout le long. Donc évidemment, gros clin d'œil, hommage à cet angle qui avait eu, qui avait eu il y a quelques années avec son tonton. Et c'est parti pour la tentative de Dominique Mysterio de s'excuser tout simplement, de s'excuser auprès de Rhea Ripley. Mais Rhea Ripley refuse, elle veut pas ça. Et Liv Morgan apparaît sur le Titantron. Après voilà, elle explique qu'elle est pas là, mais elle doit se reposer. Donc elle provoque un petit peu Rhea Ripley. Et puis évidemment elle fait des gros clins d'œil à Dominique. Mais au début elle voulait juste attaquer Rhea Ripley. Elle a dit qu'elle voulait lui prendre, mais c'est voilà, la Liv Revenge Tour ne fait que commencer. Elle lui a tout pris. Elle a adoré passer du temps avec Dominique. Liv Morgan est au sommet et Rhea Ripley tout simplement la provoque pour dire le Revenge Tour va s'arrêter.
SummerSlam, donc Liv Morgan, Rhea Ripley, c'est officiel, hein, évidemment. C'est accepté par Liv Morgan qui espère bien retrouver Dum Dum. Et quand les deux repartent, Rhea Ripley jette la rose, elle refuse la rose tendue par Dominique Mysterio. Dominique d'ailleurs qui suit toujours Rhea Ripley, dit, elle claque voilà, elle entre dans la loge du Judgment Day, il y a plein de roses partout. Et puis qu'est-ce que c'est que tout ça? Elle claque la porte au nez. Et là Damien Priest arrive. Il demande à Domino, ça va Domino? Il dit, oh, je sais pas trop là, ouais j'en sais rien. Et là Rhea Ripley ouvre la porte et lui balance toutes les roses dans la tronche. Et Damien Priest est tout simplement hilar pendant cette séquence et dit que ça paraît compliqué cette histoire. Formidable, fantastique, évidemment cette grosse séquence euh, avec Dominique, c'est exactement ce qu'il fallait faire, hein, pour le retour de Rhea Ripley qui en plus se chope directement, hein, son title shot là qu'elle récupère, et puis cet hommage, hein, comme je vous dis, à Eddie Guerrero là, qui est formidable. Euh, c'était vraiment rondement joué. Il y a même un petit chien qui l'attendait, alors qui était un petit chien, voilà, en espèce de porcelaine avec un petit bandana violet. C'était plutôt bien vu. C'était également un rappel avec cette amourette qu'il y avait eu entre Eddie Guerrero et China. C'était vraiment plutôt sympa, puisqu'Eddie Guerrero avait offert un petit chien à China. Donc là, il y a un petit clin d'œil. On retrouvera tout ce beau monde, hein, évidemment. Le Jugement Day est présent tout au long, mais ça, j'ai plutôt bien kiffé toutes ces passes d'armes entre Rhea Ripley, Liv Morgan et Dominic Mysterio. Derrière, Sheamus qui se retrouve donc dans un match face à Bronson Reed, un match qui va remporter, et après le combat, un match costaud, hein, un match de bonhomme de Golgoth. Bravo Sheamus là, qui revient quand même en forme, hein. Il y a pas à chier des bulles. Et derrière, il se fait attaquer par Pete Dunne. Pete Dunne qui visiblement a ruminé dans son coin. Et derrière, Sheamus il se fait étaler par Pete Dunne, et derrière par Bronson Reed. C'est le coup dur, hein. C'est le coup dur pour Sheamus. Mais c'est vraiment sympa là, cette petite rivalité, hein, qui s'annonce pour Sheamus face aux petits jeunes. On dit oui ici à Catch Up, le programme de pré-retraite pour notre ami Sheamus, face en plus qui prend racine dans cette histoire avec Pete Dunne et les Brawling Brutes. Ça va être super, Pete Dunne en heel, qui hausse ses épaules et qui est une petite hyène vicieuse, ça va vraiment être sympa. En coulisses, on retrouve encore le Judgment Day. Rhea Ripley qui remercie Damien Priest d'avoir géré les affaires. Elle le félicite, hein, le championnat, tout ça, c'est cool. Elle dit pourquoi Carlito est ici, parce que toute la bande est réunie. Oui. Écoute, je préfère pas en parler, répond Damien Priest. Dominic revient à la charge, il dit je veux te parler, j'ai essayé de te joindre toute la semaine. Il dit écoute, t'as jamais tu m'as jamais appelé, quoi, parce que t'étais plutôt occupé à jouer avec ta petite amie. Ah, c'est dur. En coulisses, on a Sami Zayn et il y a Dragunov qui l'interpelle. Il dit écoute, c'est sympa pour ce match ce soir qu'il m'a donné. Lui dit parce que Sami Zayn en fait a tout simplement officialisé un match. Ce sera d'ailleurs le main event entre Dragunov et Sami Zayn. Tout simplement parce que Dragunov non seulement est intervenu, mais c'est pas ça qui a motivé Sami Zayn, c'est parce que Dragunov lui fait penser à Sami Zayn. C'est un combattant, il ne lâche rien. Donc ce soir, il faut être au maximum. Dragunov répond que Sami Zayn de refaire la même chose. On en reparlera plus tard parce que c'est tout simplement le main event. C'est sympa parce qu'on retrouve, on a une petite correction de tir, je trouve, par rapport aux reproches qu'on avait pu faire face à Sami Zayn qui se positionnait comme un underdog. Et qui subissait, hein. Il se retrouvait dans des matchs parce que les petits jeunes allaient le chercher, et en même temps il se retrouvait toujours avec cette position d'underdog, alors que le mec est champion, il a battu quand même Gunther pour ce titre. Là il se positionne un petit peu plus en patron, et ça on apprécie.
On a derrière Zelina Vega qui va se retrouver embarquée dans un match face à Sonya Deville qu'elle va perdre. Elle était en interview un petit peu plus tôt avec Jackie. Jackie formidable. Intervieweuse fantastique. Il faut aller voir toutes les interviews de Jackie. Pas seulement celles pendant les shows, mais aussi celles qui sont sur le .com. Zelina qui est chaude au micro là. Ça parle de cette rivalité entre Ripley et Morgan. Elle dit quand tout ça sera terminé, leur triangle amoureux, elle ira chercher le titre. Et c'est là où elle se fait embrouiller par Sonya Deville. Alors là, Zelina Vega, elle trash talk toute la clique de Zelina Deville. C'était costaud, c'était lourd. C'était sympa, mais derrière, elle se fait attaquer. Et puis, il y a le match. Après le match qu'elle perd, elle se fait attaquer une fois de plus. Elle vient se faire sauver les fesses par Valkyria, Katana Chance et Kaden Carter. Bon, là, ça va pas chercher très très loin. Ce qu'il faut retenir, c'est Zelina Vega qui retrouve, qui prend vie, On continue avec Dominic Mysterio qui demande à Damien Priest pourquoi tu m'as pas prévenu là pour le retour de Baby. Il dit j'ai essayé, mais t'étais trop occupé avec Liv Morgan. Il dit ouais, c'est pas ma faute, c'est l'embrouille, pourquoi t'as menti et tout. Là, Jey Uso débarque. Il dit c'est vrai que Rhea Ripley est célibataire là, parce que moi je suis prêt pour prendre la suite. Il dit non, c'est pas vrai. Peut-être, peut-être qu'elle est célibataire. Et puis il est trop content de son coup. Dom qui fait sors le don de mamie de ta bouche. Il dit attends. Il dit bah voilà, dis à Dominique, à Baby que je lui fais, que je la hit quoi. Et là, Damien Priest, mais excellent, qui fout la merde en disant ouais, t'as été en prison, tu devrais peut-être montrer à Jey Uso comment ça se passe. Il a posé le respect. Et Domino qui approuve. Et donc on aura un match un petit peu plus tard entre Jey Uso et Domino que Jey Uso va remporter avec malgré l'intervention de Liv Morgan. Ça n'aura pas suffi puisque Rhea Ripley aussi débarque. C'est gros bordel, Liv Morgan qui prend la fuite et donc Jey qui place un énorme spear pour la victoire. Derrière Domino, Mac il se fait arrêter par Damien Priest et Rhea Ripley est là et lui dit qu'elle n'appartient à personne. Elle n'appartient pas à Dominique parce que Dominique avait dit que Rhea Ripley belongs, donc appartient à Dominique. Dominique appartient à Rhea Ripley. Et une fois qu'on a dit ça, les choses semblent s'être remises dans le bon sens. Et Rhea Ripley avait un petit sourire en disant ça. Et Dominique avait l'air d'être d'accord. Il veut être l'objet, tout simplement. Il veut appartenir à Rhea Ripley. Comme beaucoup de personnes veulent appartenir à Rhea Ripley. Donc voilà, c'était sympa. On a vraiment toute cette rivalité-là, toute cette grosse histoire qui anime vraiment tout le temps les shows rouges. Puis qu'est-ce qu'on s'est poilé. Et puis il y avait aussi Carlito à un moment donné qui fait une intervention en disant que c'était pas cool là, ce que faisait Dominique. Donc ça c'était vraiment sympa. Damien Priest a affronté Braun Strowman également en milieu de show avec une grosse victoire sur Braun Strowman qui était blessé. Il avait le genou pété et c'est bien ça parce que Damien Priest, je suis même tenté de dire, ça aurait pu être un match pour le titre, on en avait parlé, ça aurait dû. C'est un de mes seuls petits regrets pour ce show rouge, c'est qu'on aurait presque pu imaginer un match pour le titre. Alors Braun Strowman était visiblement en mauvais état, mais ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa pour Damien Priest, parce que là, finalement, il a fait un gros match, il a battu Braun Strowman, finalement, avec un énorme chokeslam. Même plusieurs chokeslam sur Braun Strowman, donc une grosse prestation là de force pour Damien Priest. J'aurais aimé que ce soit pour un match de championnat. Donc non, tant pis, mais bon voilà, le haut fait est là. Derrière, on a eu Gunther pour le face à face entre les deux hommes, entre Damien Priest et l'Autrichien. La claque est partie et l'affrontement donc entre les deux. Et la grosse crossline, Gunther qui repart, et en plus derrière qui repart un peu bredouille, et donc Priest qui est ressorti vraiment très très fort. On est dans le milieu de show à ce moment-là, et Damien Priest avait besoin, je trouve, d'une grosse victoire, et Braun Strowman, c'était parfait, vraiment parfait pour le Puerto Ricain. Derrière d'ailleurs, Gunther, avant ça, il avait fait Damien Priest. Et avant ce match, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, j'ai essayé de tout rassembler, mais voilà ce qui se passe quand on essaie de tout rassembler. Avant ce match, entre Damien Priest et Braun Strowman, il y a eu justement une énorme
passe d'armes entre Damian Priest et Gunther qui a justement permis de rendre ce match encore plus fou et cet après-match encore plus dingue. C'est que Damian Priest prend le micro et donc il nous parle de Gunther. Donc Gunther qui vient, il y a le vrai face-off qui a eu lieu avant ce match. Il dit écoute, t'es confiant, t'as le poids du titre sur les épaules, t'as le poids de Monday Night Raw, c'était ton rêve, tu vis ton rêve d'être champion, j'ai gardé un œil sur toi, mais t'es pas prêt en fait. Ton règne ne vaut absolument rien, il n'apporte aucun prestige, il ne contribue pas à la lignée prestigieuse de ce titre mondial poids lourd. Donc je vais retirer ce poids à SummerSlam. Priest répond, il raconte, voilà, SummerSlam, pas de problème. Depuis qu'il est tout petit, pendant que tu étais en Europe, moi je me suis battu pendant 20 ans dans la rue, voilà, street life. Street life, la vie dans la rue, la vie dans les rues terribles de Puerto Rico pour Damian Priest. Donc il nous joue la carte du mec voilà, qui a grandi dans la rue. Il dit d'ailleurs à Gunther que le rêve de Gunther, il vient juste pour le fric, Gunther, il l'a dit, il l'a déjà dit. Il parle de prestige à chaque fois, mais il dit également qu'il vient aussi pour encaisser son chèque. Et donc, Damian Priest en méga babyface à ce moment-là. Enfin, accrochez-vous là, Damian Priest. Et c'est très bien, à l'approche de SummerSlam, c'est très bien. Qui, tout simplement, on lui dit, on n'a pas besoin de toi ici. Ici, c'est le catch pour les doux rêveurs, quoi. Écoutez, Gunther qui lui dit, tu reconnais ça, j'adore ce heel arrogant qui voilà reconnaît et je pense il reconnaît, il le pense vraiment que effectivement Damian Priest il voit que c'est un bon adversaire finalement, un bon adversaire mais il peut pas s'empêcher de lui dire qu'il va le renvoyer dans la rue. Parce que la rue est un choix, voilà. Si vous êtes un loser, à traîner dans les rues, à vivre une vie de débauche et de méfaits, et voilà, une vie peu glorieuse, et ben c'est un choix. Lui, ses parents, Gunther, ils lui ont tout donné, ils ont tout construit, ils l'ont mis à l'école, ils l'ont envoyé à l'école, dans les grandes écoles. Et donc la gloire, il connaît. Voilà, le prestige, tout ça. Voilà, donc c'est un peu l'élite contre le bas peuple, quoi. Le bas peuple qui va s'affronter à SummerSlam. Une lutte des classes, finalement. Une lutte des classes à Cleveland. Et il lui dit d'ailleurs, pendant que tu te battais dans la rue, là, pour ta vie, moi j'en fais des appels de la WWE qui me suppliaient de les rejoindre pour les sauver et surtout pour se débarrasser des gens comme lui, qui ne sont que des wannabes, quoi. Des gens qui prétendent être des champions, qui font semblant. Donc c'est de sa responsabilité de ramener l'honneur et le prestige sur ce titre. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sentiment, lui dit Damian Priest, c'est pour ça qu'il va perdre. Donc c'est l'âme versus l'argent, quoi. Vraiment, on est dans la lutte des classes, terrible. Gros face à face, et c'est à ce moment-là que Bonsoman arrive, et donc on rejoint le match. Donc voilà, je vous ai raconté ça un petit peu à l'envers, un peu flashback, mais ça arrive, c'est comme ça des fois aussi que ça fonctionne, on regarde des fois dans les séries, dans les films et tout. Mais très bien. Là franchement, et puis derrière le match, je vous ai dit derrière, c'était super. Donc grosse séquence pour Damian Priest qui en avait besoin, j'ai trouvé très à l'aise. Il a encore un peu cette fébrilité là de Damian Priest, je trouve. Parce c'est vrai, on lui a mis un gros point sur les épaules à Damian Priest. Donc c'est un peu le grand test, le grand bain, mais pour l'instant il se débrouille pas trop mal. C'est vrai que le pauvre a connu des petits déboires, un peu de malchance dans son règne. Il a quand même affronté des grands noms. Il a battu Seth Rollins et tout, mais c'est toujours été teinté un petit peu de faits de jeu qui ont fait que c'était pour Damian Priest. Je pense, on sent qu'il a envie de montrer, envie de prouver, et ça colle bien à la storyline, qu'il est un champion légitime. Et cette grosse séquence qui le positionne véritablement comme un babyface, d'autant plus avec le retour de Rhea Ripley, et donc cette amitié entre les deux qui s'affiche à l'écran, on est en plein dedans, et voilà, il va sortir, s'il sort pas de SummerSlam en étant un nouveau babyface, ou un twinner vraiment killer du côté babyface, on s'en fout, mais vous avez compris l'idée, ça va être grandiose. Bon, maintenant que j'ai rattaché tous les wagons, on va reprendre le cours de notre jeu, puisqu'on a tout simplement eu un match. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu un match remporté par Zoe Stark et Shayna Baszler. C'est vraiment ça le problème de Raw, c'est que c'est étalé et tout.
Donc pour les reviews, c'est toujours un peu compliqué. Donc Zoe Stark et Shayna Baszler ont battu Kate Natchez et Kaden Carter suite à la petite embrouille qu'il y avait eu auparavant. Euh, Ah oui, il y a eu aussi cette petite segment backstage avec Finn Balor qui parlait de Liv Morgan, qui les avait quand même aidés et tout. Donc Harry Play dit que c'est pas important. Et Domino qui dit qu'il a organisé le fameux match contre Jey Uso. Hein, pour montrer qu'il est. Et c'est là qu'il lui dit que Mamie lui appartient et qu'il était offensé. Voilà, comme ça vous savez tout sur ce qui s'était passé. De quoi je vais vous parler? De Drew McIntyre? Ouais, on va vous parler de Drew McIntyre. Ça, c'était pas mal. Adam Pearce sur le ring. La foule qui chante CM Punk. Il veut pas perdre de temps à personne. C'est quelque chose qu'on veut. CM Punk versus Drew McIntyre. Tout le monde veut ça. Si Drew McIntyre est prêt, à quel point il veut le match, eh ben, on y va. C'est parti. Euh, Ce que veut l'univers de WWE, c'est ce qui est important. Donc la foule chante, oui, on veut le match, on veut le match. CM Punk contre Drew McIntyre pour SummerSlam. Mais avant ça, Drew McIntyre doit faire amende honorable et il doit s'excuser auprès des deux arbitres qui ont été bousculés, frappés par Drew McIntyre, qui d'ailleurs dit à Adam Pearce qu'il l'a bien cherché. Et Drew McIntyre refuse de s'excuser. Ces arbitres sont voilà, ils l'ont arnaqué. Aucune raison. Voilà, il y a Adam Pearce, mais qu'est-ce que tu veux? T'en veux trop. Il le prend vraiment genre, tu veux me mettre plus bas que terre, tu veux m'humilier tout simplement devant tout le monde. Euh, Aucun arbitre n'est intervenu à chaque fois que CM Punk a foutu le bordel. Pourquoi il s'excuserait? Il dit très bien. Eh ben, dans ce cas-là, t'es toujours suspendu. Et là, Drew McIntyre qui bouscule les arbitres. C'est le gros bordel. Seth Rollins débarque. Ça s'échange, la tentative de stomp et la sécurité qui est obligée donc d'arrêter tout ce beau monde. Voilà. Rien d'extraordinaire dans cette séquence, évidemment, si ce n'est quand même l'officialisation temporaire, puisqu'on est aussitôt suspendu l'Écossais d'un match entre CM Punk et Drew McIntyre. Je suis pas certain que le match du coup ait encore été officialisé, et puis surtout cette Rollins qui revient, donc on pourrait aussi avoir un Seth Rollins versus Drew McIntyre à SummerSlam. Hein. Je sais pas ce qui nous est préparé, puisque la grosse affiche quand même McIntyre versus CM Punk. CM Punk est-il vraiment prêt physiquement pour un match à SummerSlam? Et voilà, on a l'impression que oui, mais on n'ose pas encore nous montrer ce qui arrive. Hein. On va peut-être avoir des triples frites aussi derrière, ça va être assez grandiose. De l'intensité, mais j'ai quand même trouvé ça pas mal cet angle-là de Dan Pearce et de ce Drew McIntyre qui au début joue le gars sympa et qui harangue la foule. Il dit moi aussi je veux le match, oui on veut tous le match. Et puis quand Dan Pearce lui demande de s'excuser, il dit, voilà. À la fin Drew McIntyre lui-même, je suis bien content de t'avoir mis un coup de coude là, limite j'ai fait exprès. Donc ça c'était plutôt bien fichu malgré tout. On continue d'alimenter tout ça. La Wyatt Family. Les Wyatt Six plutôt, qui sont là ce soir. On nous montre des images du Pat McAfee Show, où Pat McAfee donc, a retrouvé une cassette aussi lors du tournage de son podcast. Donc la cassette apparaît et c'est Eric Rowan en pleine discussion avec ce qui semble être la voix de Uncle Howdy. Et donc Eric Rowan qui est passé au gris, hein, tout comme Bo Dallas dans les deux précédentes sessions. Et là, terrible. Là, comme je l'ai dit sur le Discord, on a touché à un truc qu'on n'ose même pas imaginer en fait que ça puisse exister dans le monde du catch. Hein, avec un Eric Rowan qui parle pour la première fois dans le cadre de la WWE de son double deuil, hein, la disparition de son premier frère, hein, toujours dans cette ambiance de VHS, une espèce de hangar là, et ce Ankaoli qui n'arrête pas de titiller comme ça, d'aller chercher, provoquer ses patients, hein, Eric Rowan, donc qui voilà, j'avais une famille avant, on était des frères, on se protégeait, on assurait nos arrières, et puis soudain, comme ça, j'ai perdu son frère à ce moment-là. Donc, il parle de Luke Harper, hein, Brody Lee. Et puis, quand il pensait avoir retrouvé cette relevée, bah, paf, on lui a pris un autre frère
donc Bray Wyatt. Et là, c'était terrible, terrible. Il n'arrivait plus à se relever, il était perdu. Il s'est retrouvé seul. Et donc, l'oncle Audi lui lance un masque de mouton, le masque de mouton de la Wyatt Family. Et pendant ce temps-là, on a plein d'images, même des images de la Wyatt Family qui apparaissent. Il dit comment tu te sens quand tu vois ça? Et Rick Rowan donc voit le masque et il dit ça me donne l'espoir. C'est un objet d'espoir, parce que quand il était au plus bas, il a accepté l'aide donc le Audi, car il en avait besoin. Il a compris qu'il avait besoin d'aide, il ne pouvait pas s'en sortir tout seul, il a besoin d'être tout simplement de rejoindre une famille. Et maintenant il a un objectif, c'est avec sa famille retrouvée, sa famille recomposée, donc des Wyatt Six, d'utiliser leur cœur brisé pour aider les autres comme lui, et donc rendre le monde plus beau. C'est tout simplement le début d'une nouvelle ère, d'un nouvel espoir. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo qui est juste... Enfin, moi j'avais... Enfin voilà, les oignons ont été coupés par centaines à ce moment-là. J'étais dans la cuisine en train de couper les oignons pour le risotto, c'est pas possible. C'était terrible, c'est dur. On n'a jamais vu ça d'ailleurs, les commentateurs juste derrière c'est triste en fait. Enfin vraiment, il y a eu la vie a été aspirée dans l'arène et certainement chez vous à ce moment-là, puisque on s'y attendait pas. Ils arrivent à nous surprendre à chaque fois. Et chez Eric Rowan, c'était dur, c'était dur. Donc, moi, ça m'a complètement retourné et c'était tout simplement, je veux le dire, le top pour moi de ce Monday Night Raw. Derrière, c'est pas terminé pour les Wyatt Six, puisque Gable, qui déjà backstage un petit peu plus tôt, va un petit peu chercher Tozawa, Maxine Dupree et Otis, fait plaisir de les retrouver, il dit voilà. Alors qu'il était caché, il a attendu, il a fait semblant de tomber sur eux par hasard, alors qu'en fait il était caché. Il dit ouais, j'ai découvert quelque chose. Donc Audi, en fait c'est Bo Dallas. Il dit mais attends, tout le monde a compris ça. Il dit ce soir je vais envoyer un petit défi, je vais défier Bo Dallas, j'aurai besoin de vous, mon clan, ma famille. Et donc Dupree il dit non mais comment dire, nous aussi on a des voilà, on va rejoindre quelqu'un, mais on parle de Xavier Woods en fait, qui est venu nous choper. Donc Xavier Woods qui débarque, il dit voilà, Kofi Kingston est sur la touche, donc nous on va t'aider. Donc en fait ils apportent leur aide, mais pas à Chad Gable, tout simplement ils vont faire équipe avec Xavier Woods pour affronter le Final Testament. Au passage, bon, c'est pas voilà, les mecs vont un petit peu s'empaler, s'engluer dans une rivalité de fond de tableau, mais ça fait plaisir, notamment avec ce Otis qui tout simplement stand-up quoi, confronte Gable, dit mais vous êtes sérieux? Il dit ouais, on est carrément sérieux. Et donc Otis qui repart, donc ça c'était plutôt sympa de retrouver Otis, il faut pas perdre Otis. On sait que c'est Chad Gable qui doit recueillir les fruits de tout ce qui s'est passé avec la Alpha Academy, mais il faut pas oublier Otis. Et allez, s'il faut que ça soit via une rivalité avec le Final Testament, tant pis. Finalement c'est pas mal, je pense pas qu'il soit plus haut que ça. Otis il est méga ouvert avec la foule. Donc on va les mettre face au Final Testament, c'est pas mal. Mais derrière, du coup, notre ami Chad Gable, il est vraiment allé chercher Bo Dallas. En tout cas, il a fait venir Bo Dallas sur le ring. Il dit ouais, vous savez quoi, Bo Dallas en fait en Claudie c'est Bo Dallas et tout. Et donc Bo Dallas arrive. Pareil, grosse surprise, il marche, il a son t-shirt Wyatt Six, il est en jean, et il se fait attaquer par les Creed Brothers, et ça y est, on y est, puisque la Alpha Academy n'a pas voulu prêter main forte à Chad Gable, et le service de sécurité est assuré par les Creed Brothers en costard. Ça c'est vraiment génial. Bo Dallas se fait tout simplement détruire, balancer contre les barricades dans des bumps de taré. Et alors qu'il se fait vraiment passer à tabac tour à tour par les Creed Brothers et Chad Gable, Bo Dallas est pris d'un fou rire de folie, de fou. Il rigole. Alors ce rire évidemment nous fait hérisser les poils, puisque c'est le rire de son frère. Il est envoûté, hanté par l'esprit de son frère, et même plus encore par l'esprit aussi de Brody Lee, puisqu'il fait ya, comme ça que la voix cassée, mais complètement tarée. C'est l'image terrible en fait, c'est à la limite de l'insoutenable. Quand soudain, les lumières s'éteignent, une petite musique que vous connaissez retentit, les Wyatt Six débarquent par la porte, ils s'approchent lentement, la fumée envahit le ring. Et alors que Bo Dallas est toujours en train de rire comme un fou furieux, Chad Gable puis les Creed Brothers se carapatent
et les Wyatt Six viennent récupérer tranquillement mais sûrement Bo Dallas, et donc ils viennent le sauver et prendre soin de lui. C'était assez fort comme image, puisqu'en plus à la fin, donc ils prennent la pause avec un Bo Dallas pris d'un fou rire toujours complètement dingue, la lanterne est posée et les bras tendus, donc il reprend la pose de son frère Bray Wyatt, et on a donc ces membres de sa nouvelle famille recomposés, des âmes torturées, brisées, donc c'est la tristesse, le deuil réincarné qui se matérialise devant nous dans une image magnifique, image sur laquelle on aurait dû finir le show, bordel, hein. Ça, je vous le dis tout de suite, ce sera mon flop. On aurait dû terminer sur cette image qui est juste incroyable, incroyable, de ces Wyatt Six qui viennent donc sauver un membre de leur famille. Donc ouais, comme je disais, c'est cette force, cette menace, mais une menace positive, la menace, enfin, on a peur d'être aimé en fait, tout simplement, c'est un peu ça, peur de l'amour que représente ces Wyatt Six. Alors évidemment derrière, ils ont l'air d'avoir quand même il y a la méthode qu'ils emploient a l'air assez violente malgré tout, mais ils sont venus sauver, protéger, vraiment assurer sauver Bodala, c'est s'en occuper et le soigner, et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Donc c'est comme ça qu'aurait dû se terminer le show. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça va se terminer. C'était quand même magnifique, toute cette grosse séquence. Derrière, on a eu le match de championnat entre Sami Zayn et Dragunov, un match évidemment énorme qui va se retrouver, qui va se terminer en disqualification suite à l'intervention de Braun Breaker qui fait un énorme spear sur Dragunov. Et Breaker qui va tabasser Sami Zayn, il attaque le backdrop sur le ring et le spear, et ça se termine là-dessus. Et donc super match, énorme match, mais qui aurait pu largement être positionné avant. Donc c'est un peu dommage de terminer là-dessus, même si c'est très bien pour Braun Breaker, mais je sais pas, il y a peut-être quelque chose en face, je ne sais pas, mais là on aurait dû terminer là-dessus. Mais en tout cas, gros Monday Night Raw. Là c'était, on est gavé. On est à mort gavé dans le bon sens du terme, quoi, parce qu'il y a quasiment vraiment rien à acheter. Et vraiment, faut être faut être presque pas sans cœur, mais faut être de mauvaise foi pour dire qu'il y a des choses à acheter, parce que à tous les étages, en fait, on fait des efforts. Alors ouais, c'est pas ouf, la division féminine, voilà, Lyra Valkyria qui se retrouve embarquée avec Katana Chance, Kaden Carter. En fait, on va dire, c'est un des défauts de ces call-ups de Triple H d'NXT qui les met super haut sur la carte, quoi. On se retrouve en finale des tournois King of the Ring, et puis tout ça pour se retrouver dans la low card empêtrée avec Katana Chance et Kaden Carter. Alors, dans un sens, au final, c'est bien parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut que ces gens-là refassent leurs preuves dans la low card en repartant d'en bas. Et on peut dire qu'ils ont marqué le coup par leur arrivée, mais en fait, ils ont souffert quasiment instantanément d'un manque de charisme et d'un manque de connexion avec le public, que ce soit Lyra Valkyria ou Carmelo Hayes, qui, pareil, hein, Carmelo Hayes, ouais, first round pick, Lyra Valkyria qui se retrouve en finale d'un tournoi, tout ça pour se retrouver en low card. Bon, ça arrive avec les paillettes, ça arrive avec la fureur et tout ce qui va avec, et puis derrière ça se trouve en low card, mais c'est ce qu'il faut faire au final, hein. Il faut les faire passer en card. Donc ça corrige le tir en fait, ça corrige le tir. Donc un show excellent, de bout en bout, pour moi vraiment, qui ne souffre de rien du tout, porté évidemment par le Judgment Day, qui serait mon second top, hein, s'il n'y avait pas eu c'est Wyatt Six en fait, parce qu'il y a la cassette, mais il y a aussi ce Bodala, c'est complètement dingue, l'attaque. Puis Chad Gable, c'est genre, Chad Gable, c'est ça. On lui dit, ouais, Chad Gable, vas-y, donnez-lui la ceinture, donnez-lui. Il aurait dû faire. Je le sais, hein, j'étais le premier à dire. Il aurait dû battre. Il aurait dû battre. Il aurait pu battre Sami Zayn. C'est dommage. Mais en fait, derrière, vous voyez le programme dans lequel il va se retrouver, Chad Gable.
mais c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc en fait, c'est magnifique, c'est magique. Donc ce show rouge était excellent. Mon flop, je l'ai déjà donné, hein. Mon flop, c'est de ne pas avoir mis justement les Wyatt Six en main event. On aurait dû terminer avec cette image. Donc on paye ton flop, hein. C'est pas ouf. Et mon top, j'en ai parlé, donc c'est tout l'angle des Wyatt Six. Et écoutez, s'il n'y avait pas eu ce petit erreur de programmation, en mon sens, j'aurais mis un 5. Donc je vais donner un 4,75 à ce show rouge qui était tout simplement formidable. Vraiment, tous les programmes sont excellents. L'été sera chaud, l'été est déjà chaud. Allez, c'est comme ça qu'on se quitte. Je vous rappelle que Catch Up, c'est toutes les semaines pour analyser les shows de la WWE. Ou pour ne manquer aucun épisode, c'est simple et c'est gratuit. Il suffit de vous abonner à toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également présent sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Le lien est comme toujours dans la description. Je sais que vous avez kiffé ce show rouge. Jessica a dit oui à ce show, un beau humain mais complètement givré. Il dit oui. Damien Priest MVP, vaillant et sérieux. Il dit oui. Braun, la triple frite qui s'annonce. Il dit oui. Dom, Livria. Il dit oui. Drew, FDP. Ouais. Sheamus qui aide les jeunes. Ouais. Zelina qui s'invente du charisme. Ouais. En flop, il a mis le changement de musique de Sheamus. Voilà. Il faut aller chercher les flops. Bodalas, voilà. Gunther, Damien Priest. Voilà. Letty a kiffé tout ça. Deadpool Vince aussi il a kiffé après le SmackDown qui était un petit peu moyen. Cette humanisation des Wyatt Six est bien faite, et ouais, c'est ça qui est, à chaque fois on a peur et en fait non, ils arrivent, c'est ça, on avait un truc, ça touchait à l'intouchable, insondable presque, on est dans le grand guignolesque quand même avec ces costumes ce cosplay là de lapin, et enfin c'est du grand n'importe quoi, et pourtant voilà, on matériel. Oserais-je dire qu'on est dans du Stephen King? Peut-être. L'horreur, le fantastique au service de l'humain. Eh bien oui, c'est ça, c'est tout simplement ça. Et c'est ce qui manquait, peut-être aussi parfois avec Bray Wyatt, même s'il y arrivait avec la Firefly Funhouse, avec ses rivalités avec John Cena. Mais là on le retrouve et on met le curseur un peu plus du côté de l'humain, et c'est ça qui va faire que cette histoire va fonctionner, j'en suis certain, on y croit. Rowan, putain, bordel, on n'en peut plus. Ça, c'est un certain IRM qui a dit ça sur le Discord. Voilà, donc super, voilà, vous avez kiffé. Je sais qu'Yamcha aussi a kiffé. Le daron Yamcha, il a kiffé, notre champion. Voilà, bravo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. C'est toujours sympa de vous retrouver. Et d'ici là, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut.